Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Cruelle désillusion pour les Lions de la Teranga éliminés du mondial par la Colombie, 1-0. Les Sénégalais en parfaite égalité avec le Japon ont été éliminés aux critères du fair play avec 6 cartons jaunes contre 4 pour les Samouraïs bleus. Aucune équipe africaine ne sera donc présente en 8e de finale pour la première fois depuis 1982. Colère dans la commune de Malicounda, dans le département de Mbour. Les habitants ont manifesté contre la cherté de l'électricité gérée par une entreprise privée. Ils en appellent à l'exécutif. Faible taux de rentabilité, manque d'espace, le port autonome de Dakar va mal. Le ministre de l'économie et des finances a promis de venir à son secours. Il a annoncé un prochain financement de la Banque mondiale et de l'Agence française du développement. Le Centre national de transfusion sanguine se vide de son sang. La pénurie des poches de sang s'accentue au Sénégal, même si le centre assure qu'il parvient encore à répondre aux besoins des hôpitaux. Un appel est lancé pour plus de dons de sang, bien que le nombre augmente chaque année. Et voici pour les titres, soyez les bienvenus. Vous avez perdu une bataille, les armes à la main. Déclaration du président Macky Sall au Lion de la Teranga. La Colombie et son joueur Yerry Mina ont barré la route aux joueurs d'Aliou Cissé sur une courte tête à l'issue d'une partie haletante qui s'est terminée 1-0. Une élimination qui a refroidi les supporters des Parcelles Assainies, par exemple, qui s'étaient tous retrouvés devant un écran géant pour suivre la rencontre. Sur place, Ibrahima Fall. Au point pour obtenir le sésame des 8e de finale de cette Coupe du Monde. Ce que les joueurs de Aliou Cissé ne réussiront jamais durant 90 minutes. Face aux Cafeteros, les Lions de la Teranga n'ont pu rien faire. À la première période, l'équipe sénégalaise affiche un engagement et un mental de fer pour jouer crânement leur chance. Un comportement qui réjouit ses supporters. La première période, elle est bonne. Il va falloir que la défense se positionne davantage. Il nous faut un but parce que nous voulons gagner ce match. L'équipe est en train de bien jouer et le regroupement défensif est bon. Il va falloir être beaucoup plus vigilant et faire attention aux Colombiens. Je pense que nous allons nous en sortir. Ce que les Lions ont démontré durant la première période augure de bon parce qu'ils sont déterminés. Les deux équipes rejoignent la pelouse, ceci pour entamer la seconde période. Toujours 0 but partout et le Sénégal jusque-là qualifié. À la 73e minute, Yerry Mina brise l'espoir des Sénégalais. Le public abattu par cette ouverture de score. Fin du match, le Sénégal éliminé par la règle du fair play au profit du Japon. Un sentiment de déception aux yeux de ses supporters. Un sentiment d'amertume, de déception après l'élimination du Sénégal. Mais il fallait s'y attendre puisque dans un match de football, il faut qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Juste après l'élimination du Sénégal, donc on était, voilà, c'était pas du tout facile. Repartir sur de bonnes bases afin de mieux préparer les échéances à venir, clament ses supporters. On ne décourage pas parce que ce sont des jeunes, c'est bientôt la Coupe d'Afrique. Et bon, comme l'adage sénégalais le dit, yalla bahna. Seule équipe africaine qui restait en course, le Sénégal vient de rejoindre les 4 équipes déjà éliminées dès les phases de poule. Une pilule difficile à avaler pour les Sénégalais. Voilà, et si les supporters sont déçus, sachez que la pilule est également très difficile à avaler pour les familles des joueurs, particulièrement pour l'une des tantes du capitaine Cheikhou Kouyaté. Elle pointe notamment du doigt l'arbitre serbe qui a refusé le pénalty qui aurait pu être accordé au Sénégal en première période. Adiarandia, il a rencontré pour vous. Ils étaient très fiers du jeu des Lions à la mi-temps. Plein d'espoir pour aller au 8e de finale, les proches de Cheikhou Kouyaté espèrent la victoire. J'ai de l'espoir, surtout après avoir regardé la première mi-temps, et j'espère que Dieu va nous aider.
et donner une victoire à l'équipe du Sénégal. Nous sommes satisfaits du résultat du jeu des Lions pour cette première mi-temps pour le moment. Ça va. Dina gagner 2-0. Dans la deuxième période, une grande déception se lit sur les visages de la famille du capitaine des Lions. Le cœur meurtri, la tante de Cheikhou Kouyaté estime que la décision de l'arbitre a donné un sacré coup à l'équipe du Sénégal. Nous voudrions vraiment nous qualifier pour les huitièmes de finale. Mais puisque c'est comme ça, nous sommes obligés de l'accepter. Peut-être qu'un jour nous aurons la coupe. Mais franchement, l'arbitre a saboté notre victoire. Il a laissé beaucoup de choses passer. Mais Dieu est grand. Le Sénégal s'incline finalement face à la Colombie. 5e équipe africaine à rentrer au bercail. Toutefois, la famille de Kouyaté reste optimiste pour les années à venir. Et voilà, retrouvons maintenant notre expert sport, Sambou Biagui. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Alors, les étoiles semblaient être alignées pour les Lions de la Teranga. Diao Baldé, qu'on réclamait tant, était sur le terrain. James Rodriguez est sorti. On a eu un bon goal. La partie semblait être menée par les Lions. Est-ce que cette défaite était évitable ? La défaite était évitable, évidemment, pour le Sénégal, si bien sûr sur le banc on avait bien géré la rencontre, parce que, à mon avis, il y a eu un problème de gestion de la rencontre. La rencontre, c'est deux parties, c'est la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps a été bien gérée tactiquement par l'entraîneur Pekerman de la Colombie, puisqu'il a essayé de jouer de toi à moi avec le Sénégal pour la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il est revenu pour dire qu'en 45 minutes, je peux bien contrer cette équipe-là. Et c'est ce que l'équipe a fait. Depuis la première mi-temps de la deuxième mi-temps, l'équipe colombienne a mis la pression sur la défense sénégalaise. Du coup, on a eu une défense basse qui a permis en tout cas aux joueurs colombiens, notamment les deux latéraux, de pouvoir monter et apporter un surnombre dans la défense sénégalaise. Cela a payé avec coup de pied arrêté, notamment en corner. La Colombie a pu donc marquer un but. Donc c'est un problème de gestion, c'est mon avis. C'est un problème de gestion des deux temps, de la rencontre en général, parce que la Colombie se disait: écoutez, je ne peux pas contrer le Sénégal pendant 90 minutes, mais je vais gérer les 45 premières minutes et les 45 dernières minutes, je vais mettre la pression sur l'équipe, parce que moi j'ai besoin de victoire, alors que lui il a besoin de match nul. Soit je marque un but, ou alors on me marque un but. Donc c'est ce que l'entraîneur Pekerman a fait, alors qu'à ce moment-là, Aliou Cissé était statique. Très bien. Alors, les Lions n'ont pas démérité. Ils ont fait quand même de très bons matchs, mais c'est du sport. Comme on l'imagine bien, les critiques fusent déjà. Est-ce que pendant ce mondial, Sadio Mané était un talent en sommeil ? Sadio Mané, je pense qu'il a raté son mondial. Comme Aliou Cissé, Sadio Mané a raté son mondial. Et Aliou Cissé également. Sadio Mané, dans toutes les équipes, nous avons vu, chaque équipe a sa star. La star du Sénégal, c'est Sadio Mané. Mais malheureusement, Sadio Mané n'a pas véritablement répondu à toutes les attentes. Si on prend le cas de la France, Didier Deschamps, à un moment donné, il a au moins ce courage de faire sortir Griezmann. Ce n'est pas le cas pour Aliou Cissé. Il a laissé Sadio Mané sur le terrain, même s'il ne fout rien du tout, il ne fait pas sortir. Donc c'est dit tout simplement que la responsabilité, c'est vrai, Sadio Mané a raté son mondial, mais c'est Aliou Cissé qui l'a sélectionné. Donc Aliou Cissé aussi, à mon avis, a également raté en tout cas son mondial. Parce qu'en réalité, je pense que c'était le match le plus facile du Sénégal, la Colombie. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, la Colombie a produit le même jeu que nous. La Colombie est venue avec un 4-3, avec un 4-3-2-1. Le Sénégal est venu avec un 4-4-2. C'est le schéma habituel que Aliou Cissé alignait tout le temps. En regardant le match, on sait nettement que les deux équipes ont le même football. Maintenant, à Aliou Cissé de changer de système de jeu, de tactique de jeu. Au vu de la rencontre, surtout la deuxième mi-temps, il fallait changer, faire évoluer le 4-4-2. Mais le 4-4-2 n'a pas évolué. Au contraire, le 4-4-2 était comme dans un trou où personne ne savait plus quelle est sa position, parce que submergé par
cette équipe colombienne qui a fait jouer ses latéraux, comme je l'ai dit tantôt, a porté un surnombre et du coup l'organisation se trouvait derrière avec les 3 défenseurs qui organisaient justement le jeu des Colombiens. Et cela a apporté un surnom et du coup l'équipe a dominé jusqu'à ce qu'elle ait au moins la victoire, parce que c'est ce qu'elle cherchait. Dès le but, dès qu'ils ont marqué le but, ils se sont reconstitués pour revenir à leur schéma de la première mi-temps, et le temps était très court pour le Sénégal d'égaliser. C'est quoi la suite pour cette équipe? La suite, il faut tirer les enseignements. Ne pas faire comme on le faisait. On vient, voilà, c'est terminé, on oublie, voilà, on recommence à zéro. Non, je pense qu'il faut tirer les enseignements, les responsabilités sur pied, parce que un entraîneur, c'est un entraîneur, un joueur, c'est un joueur. Certes, il y aura des joueurs qui vont partir, ils vont plus revenir en équipe nationale. C'est le cas de Moussa Sow, c'est le cas de Mambiram Diouf, c'est le cas de peut-être entre guillemets ou entre parenthèses de Cheikhou Kouyaté. Ils sont aujourd'hui et ils vont sans doute laisser la place aux jeunes, mais également au niveau du staff technique. Il va falloir revoir. Je ne demande pas à ce qu'Aliou Cissé parte, mais il faudrait que l'on revoie aujourd'hui le staff technique des Lions. Parce que le staff, c'est pas seulement l'entraîneur. Derrière l'entraîneur, il y a d'autres qui sont là, qui donnent des conseils à Aliou Cissé. Il faudrait voir peut-être un entraîneur expérimenté aux côtés de l'entraîneur national. C'est bien d'amener les joueurs de 2002, parce qu'ils ont fait des résultats, bon, je dirais même pas de résultats, en tout cas parce qu'ils ont marqué leur histoire. Il faut les amener, oui, mais trouver un entraîneur expérimenté, parce qu'aujourd'hui, l'expérience sur le banc a pesé dans le match-là. Et l'expérience de Pekerman, qui a fait au moins 4 mondiales, a joué. Et cela a payé. Donc il faudrait que le Sénégal cherche un entraîneur expérimenté pour pouvoir au moins d'abord remporter une CAN. Parce que c'est vraiment... ce n'est vraiment pas logique qu'on puisse dire que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde, alors que la Coupe d'Afrique, on ne peut même pas dépasser les quarts de finale. Ça pose problème. Donc, la première des choses, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le premier objectif du Sénégal, ce n'est plus une qualification mondiale, mais c'est plutôt une CAN, au moins remporter une CAN. Bon. Voilà. Et même si les Lions de la Teranga ont malheureusement été éliminés, ça ne nous empêche pas de profiter des autres matchs, des belles rencontres à venir. Je pense notamment à Uruguay, Portugal, France-Argentine. Ça nous présage de belles surprises? De belles surprises, parce que des grands vont tomber, des favoris vont tomber. Portugal, Uruguay, on ne pourrait pas avoir meilleure affiche. Hein, le Portugal avec Cristiano Ronaldo, de l'autre côté l'Uruguay avec Suarez, c'est comme le Real contre le Barça. Donc c'est de vraies stars qui vont se rencontrer. On aura du beau jeu déjà en 8e de finale. On n'est pas encore en quart de finale. Dans l'autre rencontre, c'est la France qui rencontre l'Argentine. C'est des vainqueurs du mondial qui vont se rencontrer. C'est-à-dire un mondialiste va tomber ce jour-là. Mais là aussi, on va s'attendre à un match qui sera âprement disputé pour une équipe de la France. Avec aujourd'hui un Fekir qui veut véritablement prendre la place de Griezmann. Et je pense que Deschamps est conscient de ça, qu'aujourd'hui, au niveau du front de l'attaque, Fekir apporte mieux, on l'a vu lors du 3e match de la France, apporte mieux que Griezmann, même si Griezmann est aujourd'hui le patron de l'attaque française. Pour ce qui est du Portugal, il faut s'attendre à ce que véritablement Cristiano Ronaldo, c'est comme ça qu'ils ont fait lors de l'Euro. Ils ont avancé Kaha pour se retrouver en finale. Il faut pouvoir gérer en tout cas les effectifs et être un bon coach dans la rencontre, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut aux équipes nationales, c'est des coachs. Parce que c'est quand le match démarre que le coaching, qu'on voit les coachings des entraîneurs, mais pas avant le match ou après le match ou alors dans les matchs d'entraînement. Très bien. Je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Je sais que le temps court, mais est-ce qu'il y a quand même une malédiction des équipes tenantes du titre? Incroyable cette défaite de l'Allemagne. Je veux dire, en 2002, c'est l'équipe de France qui sort au premier tour. En 2010, en Afrique du Sud, rappelez-vous, c'était l'Italie. En 2014, au Brésil, on a les Pays-Bas qui terrassent complètement l'adversaire qui était tenant du titre, l'Espagne, pardon. Il y a vraiment une malédiction des tenants du titre dans cette Coupe du Monde. Oui, vous savez, aujourd'hui, le coaching a évolué. Quand vous allez à une Coupe du Monde, vous jouez les matchs de poule juste en finale, c'est quand même beaucoup de vidéos qui permettent à votre prochain adversaire de visionner. Jouer une phase finale de Coupe du Monde, c'est différent de jouer
des matchs à éliminatoires, des matchs, des matchs d'éliminatoires, de Coupe du Monde, et ainsi de suite. C'est pas la même chose. Le tournoi et le championnat, ça fait deux. Donc, du coup, les champions en titre se voient exposés devant un adversaire. C'est ce que je constate. Parce que, comme vous l'avez dit, la France était le cas, l'Italie, l'Espagne, aujourd'hui l'Allemagne. Et en plus, ils deviennent grands. Tout le monde se dit, voilà, je suis patron. Et une équipe nationale, ce n'est pas que du bon. C'est des bons, des moyens bons et des mauvais pour pouvoir sélectionner une équipe. On ne peut pas être bon à tous les niveaux. Okay. Si on est bon à tous les niveaux, comme disait l'Ivoirien, quand on est bon une fois, c'est bon. Quand on est bon deux fois, on devient des bonbons. Donc, c'est ce qui, à mon avis, qui arrive donc à ces équipes championnes du monde qui se voient éliminées de la compétition. Très bien, alors merci beaucoup Sambou Biagui. On vous retrouve ce soir pour le débrief et puis évidemment on continuera de suivre ensemble cette Coupe du Monde, ce sera avec énormément de plaisir. Et l'actualité, ce n'est pas que du sport puisque 3 pêcheurs sont portés disparus en mer depuis hier. Leur pirogue aurait été chavirée au large des côtes sénégalaises à cause des fortes pluies. Originaires de Thiaroye-sur-Mer, leurs familles sont actuellement sous le choc. Nous reviendrons sur cette info dès que nous en saurons plus. Et direction maintenant le village de Falor-Wolof dans la commune de Malicounda à Mbour. Les habitants ont manifesté contre la cherté de l'électricité. Selon eux, les prix s'expliqueraient par la gestion de cette électricité par une entreprise privée. Ils exigent entre autres le branchement de leur courant au réseau électrique de la Sénélec. Écoutons l'un des habitants de Malicounda au micro de Mamadou Diop. L'électricité dont nous disposons ici ne nous satisfait pas totalement. Premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, c'est pas régulier. Troisièmement, ça coupe à tout moment. Depuis le 1er avril jusqu'à nos jours, nous avons constaté que le courant n'est toujours pas disponible comme cela se doit. C'est pour cela nous exigeons et demandons, surtout à vous, monsieur le chef de l'État, président de la République, c'est à vous dont nous adressons nos doléances relatives au manque d'électricité. L'électricité n'est pas suffisante. Ça coûte cher parce qu'on nous demande un taux forfaitaire à 280 francs par rapport au taux supplémentaire. Étant donné que chaque mois, nous sommes obligés de payer 3 500 francs 2 fois, ce qui est totalement paradoxal. C'est pour cela que nous demandons aux autorités compétentes de nous apporter une aide. Comment rendre le port autonome de Dakar plus compétent et compétitif? Manque d'espace, faible taux de rentabilité, autant de mots qui touchent le port autonome. Le ministre de l'économie et des finances s'engage à répondre à ces défis. Selon lui, la Banque mondiale et l'Agence française de développement vont désormais financer les projets du port. Reportage Abdoulaye Ndiaye. Rendre le port autonome de Dakar plus performant, tel est l'objectif des autorités portuaires du Sénégal. Manque d'espace, faible taux de rentabilité, entre autres sont les mots dont souffre le port autonome de Dakar. Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui croît et qui est rentable. Le port de Dakar croît, son trafic augmente, son chiffre d'affaires augmente. Mais par contre, la rentabilité est là, elle a très fortement chuté ces dernières années, elle est de 3%. Et il est indispensable qu'un certain nombre de mesures fortes soient prises pour redresser le port et en faire ce qu'il doit être, c'est-à-dire un port sain, fort, régional et au service de toute l'économie sénégalaise et des Sénégalais. Les axes pour y arriver, c'est d'abord d'arriver à faire du port demain un port extrêmement efficace en termes de fluidité et de temps de passage des marchandises. Aujourd'hui, le temps de passage est de l'ordre de 9 à 10 jours. C'est beaucoup trop. L'objectif demain, c'est d'arriver à moins d'1 heure en temps de passage. Pour faire face à cette épineuse question, l'État du Sénégal a mis la main à la poche. Selon la tutelle, la Banque mondiale et l'Agence française de développement vont financer le projet. Je voudrais donc répondre un peu à une préoccupation particulière sur le chemin de fer, vous dire que Monsieur le Président de la République a instruit de manière ferme que ce projet soit engagé au plus vite. Et je puis dire aujourd'hui que la Banque mondiale et l'Agence française de développement sont disposées à financer ces projets
et les requêtes de financement partiront dès cette semaine. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, j'ai instruit tous les services, c'est la raison pour laquelle ils sont tous présents ici. Le port est vital pour ce pays. La communauté portuaire du Sénégal s'engage désormais à redresser le port de Dakar pour qu'il soit un port moderne et régional. Et la tutelle appelle à l'obéissance des standards internationaux. Une étude a été commandée par le ministère de la Justice sur la traite des femmes et des jeunes filles. Objectif, récolter un maximum d'informations afin de mieux lutter contre la traite des personnes. C'est un sujet de Mohamedou Diallo. Des servitudes domestiques aux implications multiples. Les départements de Thiès et Fatick sont les principaux pourvoyeurs et Dakar la principale destination. Un phénomène favorisé par la situation socio-économique. Je peux vous dire que l'étude a révélé par exemple qu'il y a un certain nombre de filles qui sont utilisées dans les servitudes domestiques et qui sont très jeunes. On parle de l'âge de 10 ans. On parle d'un faible taux de scolarisation. La traite a cette particularité d'être une activité criminelle extrêmement dommageable, mais qui se déroule malheureusement en silence. L'arrêté portant réglementation des professions domestiques date de 1968, mais l'État du Sénégal dispose de mécanismes juridiques pour lutter contre la traite des femmes et des enfants. La première chose, c'est de savoir qui fait quoi dans cette nébuleuse et de façon plus importante de protéger parce que les personnes qui sont les plus concernées, et ça l'étude également le monde, ce sont les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est en termes économiques, c'est en termes éducatifs, c'est en d'autres termes. Cette traite est aussi subie par des Sénégalaises à l'extérieur du pays. Pour nous, Sénégal, une fois que les personnes ont franchi la frontière, d'intervenir, mais d'où la nécessité d'insister sur l'action de prévention. Il y a de plus en plus de mécanismes qui se mettent en place avec d'autres pays. Le Sénégal ne dispose pas suffisamment de données concernant la traite des femmes, au moment où émergent des agences clandestines de recrutement de domestiques. Déficit de stock à la Banque du Sang du Centre national de transfusion sanguine. Les responsables du centre se veulent toutefois rassurants et certifient qu'ils parviennent quand même à répondre aux besoins des hôpitaux. Au Sénégal, le nombre de dons de sang augmente chaque année. Un rappel est toutefois lancé pour que ce nombre continue d'augmenter. Reportage Chantal Badji. La banque de sang du CNTS en déficit de stock. Les responsables du centre affirment que cette situation est tout à fait normale en période post-Ramadan. Durant cette période post-Ramadan immédiat, on a un problème de sang. Dû au fait que durant le Ramadan, on a très peu de donneurs. Mais le CNTS prévoit donc avant le Ramadan donc de grandes campagnes de sensibilisation et de dons de sang. Il précise aussi qu'il n'y a pas de rupture de stock mais juste un déficit pour certains groupes sanguins. Malgré la situation, ils arrivent à satisfaire les hôpitaux. Les établissements de santé viennent s'approvisionner. Il nous arrive de temps en temps que des groupes sanguins rares, tels que les rhésus moins, posent problème. Il nous a valu donc d'aller jusqu'à Bango, au camp militaire donc de Bango, et de collecter à peu près entre 800 et 1000 poches. Les Sénégalais n'ont toujours pas la culture du don de sang, c'est l'avis de la population. Ils invitent le peuple à une prise de conscience. Donner du sang, je pense que c'est un devoir d'abord, un devoir de tout un citoyen, parce que ça permet de sauver des vies. Il y a donné du sang pour sauver les êtres humains qui sont malades comme eux, de sauver des gens comme eux qui sont malades comme eux. Mais de donner du sang, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas facile, hein. Mais si on le fait, c'est pour sauver la personne. Nous demandons de venir donner leur sang. Parce que le sang, ça ne se fabrique pas. C'est à eux de venir offrir leur sang pour sauver des vies. Le don de sang en acte de citoyenneté bénévole, le CNTS appelle à une prise de conscience collective de la population parce que donner du sang, c'est sauver des vies.
Comment améliorer le système de santé au Sénégal? C'est la question que s'est posée l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique. À cet effet, elle a tenu une table ronde afin de réfléchir aux solutions à apporter. Sujet de Ndeye Fatimlo. La santé publique se porte bien au Sénégal. Cependant, des insuffisances sont notées. La formation des sages-femmes et infirmiers qui font partie des éléments essentiels du système de santé fait défaut. De plus, les médecins ont aujourd'hui tendance à se détacher de l'offre de soins. On fait une approche par les compétences. Quand on forme pour le système de santé, ce n'est pas seulement des connaissances, mais il faut que les gens puissent être utiles sur le terrain. Donc l'approche, c'est l'approche par compétences. Et ça a été décrié parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées pour la formation des infirmiers et des sages-femmes qui n'appliquent pas cette approche par compétences. Donc ces médecins de santé publique ne peuvent pas se détacher complètement de l'offre de soins. Ils doivent également veiller à ce que cette offre de soins soit effective au niveau du système de santé. Les populations, ce qui leur importe, c'est d'avoir accès à des soins de qualité. Donc ils ne peuvent pas se départir de cette tâche-là. Des gaps auxquels il faudra apporter des solutions à travers cette table ronde. L'Association sénégalaise des professionnels de santé publique participe à la réflexion. Ici, l'objectif, ce n'est pas seulement de passer en revue ces gaps, mais surtout de réfléchir ensemble sur les solutions à apporter, de participer à la réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à combler ces gaps de telle sorte que le système de santé puisse fonctionner de la meilleure façon possible, au grand bénéfice de la santé des populations. En santé publique, le travail se fait en équipe. Presque toutes les disciplines ont un rôle à jouer. Il y a non seulement le médecin, mais il y a les autres profils de profession. Les infirmiers sont indispensables, les sages-femmes sont indispensables, les économistes de la santé, tous ceux qui s'occupent de la planification et qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas obligés d'être médecins. L'éducation à la santé, c'est primordial. Dans nos pays, il faut que les populations puissent être averties de qu'est-ce qui fait que les problèmes de santé sont là et comment on doit faire pour les éviter. La santé publique constitue un vaste champ d'alliance stratégique des différents acteurs du système de santé. Cependant, aucun programme de santé publique ne peut réussir sans l'implication effective des sages-femmes et infirmiers. Selon l'organisation, cette table ronde vient à son heure avec l'espoir qu'elle sera le déclic tant attendu. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a effectué ce jeudi une visite dans les locaux des centres de formation mixte de la Fosse et le CFPT Sénégal-Japon. Objectif, jauger le dispositif d'évaluation dans l'enseignement technique et professionnel. Les détails avec Eladji Moussabey. S'enquérir du cadre d'organisation des évaluations techniques et professionnelles motive le déplacement des autorités de l'enseignement technique et professionnel. Accompagné de ses homologues du Togo et du Libéria, le ministre de l'Artisanat et de la Formation professionnelle s'est rendu au centre mixte Maurice Delafosse avant de rallier le CFPT Sénégal-Japon. Harmoniser nos méthodes d'évaluation et de certification, c'est l'objectif de cet atelier. Profiter également de cette occasion, partir avec mes collègues, visiter nos centres d'examen, le moment où on évalue justement, pour qu'ils voient en tout cas de leurs propres yeux comment nous aussi, au Sénégal, on organise nos examens et concours. Alors ça nous a permis donc de faire le tour du lycée de la Fosse et également nous sommes aujourd'hui au niveau du centre Sénégal-Japon. Nous avons constaté que les examens sont bien organisés en termes de matériel, en termes également de formateurs, de correcteurs. Salle d'examen, laboratoire, atelier de maintenance, tous ces espaces visités ont rassuré le ministre et sa délégation. Ses homologues relèvent un satisfecit du cadre d'organisation. Nous félicitons le gouvernement sénégalais pour les efforts fournis dans ce sens-là. Nous pensons que ce que nous avons vu ici sera investi dans nos propres démarches pour que progressivement nous puissions arriver au même niveau de développement. Establishment in TVET that we can learn from to be able to replicate back home in Liberia. Voilà, donc je pense que cette visite donc sera une opportunité donc au niveau de sur laquelle donc nous pourrions quand même avoir de l'expérience et arriver donc au niveau du Libéria, donc essayer quand même d'informer donc le ministère pour essayer de répliquer donc ce qui a été capitalisé ici comme expérience. L'offre de formation sera étendue pour mieux répondre aux exigences, renseigne le ministre. D'ailleurs, des travaux d'extension sont actuellement en cours, confie-t-il. C'est une nouvelle dynamique, ça appelle donc notre côté
une réorganisation de la carte de la formation professionnelle. Je viens de Gossas et de Nioro où il y a des centres. Tout à l'heure, on vient de voir au niveau de la Fosse, c'est l'extension. Partout, c'est des chantiers. Et voilà, c'est ainsi que se clôture ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la régie. Bravo aux Lions qui n'auront pas démérité. Tout de suite, c'est le journal de la BBC Afrique. À très vite.